Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde se porte bien. Alors, juste pour confirmer, si vous m'entendez, que vous me voyez bien, s'il vous plaît, juste faire signe, soit mettre quelque chose dans le chat ou un petit, lever la main, dans le Teams, ça m'aiderait beaucoup. Ah, OK, parfait, je vois Farah. Bonjour Farah, ça va bien? Oh, je t'entends pas, désolée, je crois que tu es en sourdine. Ça va et vous? Oui, oh, tu peux me tutoyer, ça va, merci. Et écoute, je sais que ça fait des années qu'on fait des choses en ligne, mais j'enseigne toujours, en sourdine par accident. Fait que c'est tout à fait, on fait ça tout le temps. OK. J'ai pas appris encore. En tout cas, moi, j'ai pas appris. Fait que Farah est ici avec nous aujourd'hui parce qu'elle représente la financière CCIP. Elle a les conseils, elle a la connaissance. Donc, pendant que je fais la présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat ou on a une petite boîte Q&A où ce que vous pouvez mettre vos questions. Et soit moi, pendant la présentation, ou Farah, n'hésite pas à répondre directement dans le chat, mais on va avoir une période de questions à la fin, c'est certain. Bien sûr. Alors, parfait. Alors, je sais que sous, ma petite, caméra ici, ça dit que mon nom, c'est Heather Bangma. Ça, c'est ma collègue. Moi, je suis Nathalie Joy Kennel. Je suis la directrice académique ici à Enriched Academy. J'ai mis mon nom et mon courriel dans le chat juste pour confirmer. C'est moi qui vais vous présenter aujourd'hui la session sur les comptes enregistrés, les taxes, avoir une belle introduction là-dessus pour vraiment bien vous préparer parce que c'est la saison des taxes bientôt. Mmh. Heu, je veux dire, c'est pas obligé d'être stressant. Fait que je vais essayer de vous donner les informations nécessaires pour vous aider à bien comprendre les comptes enregistrés versus les comptes non enregistrés et comment vous pouvez en bénéficier, dans le futur pour vos impôts et tout ça. Alors, avant de se lancer dans le gros jus du tout, je veux vous montrer évidemment notre avis, évidemment. Alors, nous sommes une compagnie de littératie financière. Nous avons des experts dans notre compagnie, mais c'est sûr que chaque personne individuellement, leur situation, c'est différent, c'est individuel. C'est pour ça qu'il existe des comptables, c'est pour ça que ça existe des gens à la financière accessible qui sont des conseillers qui peuvent vous parler spécifiquement de vos besoins, de vos nécessités, qui vont vous donner les informations pour vraiment aider vous à prendre les bonnes étapes nécessaires pour votre santé financière. Fait qu'avant de vraiment se lancer dans le gros, là, pour vous dire la financière accessible, au cas où vous n'êtes pas familier, c'est un outil exemplaire comme groupe, comme regroupement, comme personne, comme service pour aider les gens comme vous parce qu'ils connaissent votre vie militaire. Vous avez peut-être tendance à penser la financière accessible, c'est par rapport aux assurances et c'est sûr que c'est une grande composante, faut pas négliger ça, puis c'est important pour vous. Mais ils ont des services, tous les services financiers presque finalement. Donc, si vous voulez des conseils, si vous êtes en dette et vous voulez de l'aide, si vous voulez, faire de la planification de la retraite, vous voulez mieux comprendre votre pension, les conseillers à la financière CCIP peuvent vraiment vous aider avec ça. Ils sont partout au Canada. Donc, s'il n'y en a pas, un lieu près de vous, c'est garanti qu'en ligne, téléphone, il y a des façons de pouvoir travailler avec quelqu'un à la financière accessible. Je vais vous donner les informations pour les rejoindre plus tard dans notre jasette aujourd'hui. Et oui, aussi, dans le chat, j'ai déjà mis un lien par rapport à comment prendre rendez-vous. Et j'ai aussi mis un lien à comment joindre notre portail Enriched Academy parce qu'on est super content de faire un partenariat avec la financière accessible pour pouvoir vous donner les informations, l'éducation financière nécessaire pour que vous pouvez vous mettre sur la bonne route. Et une des choses qu'on va discuter aujourd'hui, c'est les stratégies d'économie d'impôts par rapport au CELI et par rapport au REER, pardon. Et ce que vous allez apprendre, en gros, c'est pourquoi qu'on paye des impôts. C'est pourquoi qu'on fait ça, et où va l'argent de tes impôts. On va parler des principales déductions et des crédits d'impôt qui sont peut-être disponibles pour vous. La différence entre un REER et un CELI, la meilleure façon de les utiliser. Puis, il y a aussi d'autres abris fiscaux que vous n'avez peut-être pas les connaissances. Fait que je vais essayer de vous donner des guides là-dessus pour que ça vous donne des pistes de recherche pour quand vous allez faire vos impôts et voir ce qui peut vous bénéficier. Alors, je pense que je ne vous dis pas rien de nouveau en
vous disant qu'on est choyé de vivre au Canada. On a un beau pays, plein de ressources et plein de services qui sont qui nous bénéficient beaucoup, hein. Puis les impôts, on a tendance à se dire, tu sais, on se sent comme on paye des impôts, puis des fois, on en paye beaucoup, puis on ne sait pas pourquoi que c'est là. Puis qu'est-ce que ça fait? Ben, en effet, les impôts, on les paye de façon au niveau fédéral et au niveau provincial et tu sais, en fait, territoire aussi, évidemment. Et les impôts, ces impôts-là vont pour payer tous ces services qu'ici au Canada, on est très choyé d'avoir. Donc, nos services exceptionnels de santé, ça peut toujours être amélioré. On peut toujours améliorer nos services, mais bon, les taxes, ça va vers ça, hein. Ça va pour payer nos enseignants, la réparation de routes, les parcs, la police et en quelque part aussi les programmes militaires qu'on a, ça l'aide avec ça. Puis on dit que le Canada a à peu près 250 milliards, c'est peut-être un petit peu plus haut maintenant, de revenus par année. Ça vient d'où ce revenu-là? Bon, c'est des chiffres approximatifs, là, mais à peu près 47 de ce revenu-là, c'est des impôts sur le revenu. Donc, c'est direct de ce que vous faites. À peu près 24 c'est des taxes de vente, 16 de la sécurité sociale, 11 sur les impôts fonciers et 2 autres. OK? Donc, nous, on doit payer des impôts pour que notre gouvernement puisse, nos gouvernements provinciaux et territoriaux aussi, puissent nous donner les services nécessaires pour qu'on puisse continuer à vivre dans un pays qui prend soin de tous nos membres de façon avec l'importance qu'il nous faut. Vous avez peut-être déjà entendu parler du terme tranche d'imposition. La façon que notre gouvernement calcule combien qu'on paye d'impôts dépend de votre tranche d'imposition, en voulant dire combien de revenus vous avez. Donc, le plus de revenus que vous avez, le plus de pourcentage de taxes d'impôts qu'on va vous payer. Donc, le revenu imposable pour 2024, le premier 55 000, c'est à peu près 15. Bon, on s'entend, si on fait moins de 10 000 il n'y en a pas d'impôt de prix dessus. Mais de plus en plus que votre tranche d'imposition augmente, le plus d'impôts que vous payez du côté fédéral. Mais vous n'avez pas juste à payer des impôts du côté fédéral, vous avez aussi des impôts sur le côté provinciaux, sur les provinces et les territoires. Je vous recommande fortement d'aller, fait que vous voyez le site du gouvernement du Canada, c'est disponible en anglais ou en français, fait que c'est canada.ca, fait que vous allez voir .ca, vous allez suivre les impôts, vous allez sur les impôts du revenu et impôts sur le revenu des particuliers, fait que ça veut dire les individus. Et vous pouvez voir exactement c'est quoi votre tranche d'imposition par rapport à votre province et par rapport à votre niveau de revenu aussi. Mais pour vous donner juste un exemple, disons que vous faites à peu près 10 000 par année. Fait que j'imagine que ça, ce n'est pas votre situation, mais disons, votre enfant, ils ont leur première job à temps partiel, puis ils font à peu près 10 000 par année. Bon, ils n'auront pas d'impôt sur fédéral ni provincial en bas de 10 000. Mais c'est sûr qu'il y a quand même des déductions, hein? Fait qu'on a les déductions de la pension et on a les déductions de l'assurance emploi et tout dépendant de si vous êtes au Québec ou non, il y a différents niveaux de ça. Mais règle générale, le régime de pension du Canada, en ce moment, c'est 5,95 de déduction et l'assurance emploi, c'est 1,66. Bon, il y a des maximums par année, mais en gros, voici le calcul. Donc, si vous faites 10 000 il y a à peu près 5,5 de votre revenu qui est déduit. OK? Parce que, règle générale, on ne veut pas enlever trop d'argent aux gens qui ne font pas beaucoup d'argent. Et aussi, la logique, de certaines façons, c'est que cet argent-là que vous avez dans vos poches va quand même être dépensé et ça va continuer dans l'économie. Ça va quand même contribuer à l'économie. Si vous faites 1 million, les chiffres changent un petit peu beaucoup. Bon, OK. Fait que disons, les impôts fédéraux, je pense que le calcul, je les ai faits pour l'Ontario. Donc, vous allez payer 304 000 en impôt fédéral. En impôt provincial, c'est à peu près 189 000. Le 5,95 pour la pension, c'est vers 3 800. L'assurance emploi, c'est vers 1 000. Donc, vous allez payer 497 789 en impôts et déductions. Donc, c'est à peu près 50
de votre revenu qui s'en va à des impôts et à des déductions. C'est assez 2 2 grandes marges, hein, mais c'est pour ça, si vous voulez avoir plus de détails par rapport à votre propre situation, vous allez vouloir aller sur le site de l'ARC pour voir vraiment où vous en êtes, vous, dans vos revenus, ou aller sur le site du canada.ca pour avoir plus d'informations. Alors, juste que pour vous associer, la moyenne canadienne en 2022 pour une famille, pas un individu, mais une famille, c'est à peu près 100 000 de revenus et à peu près 45,3 de déduction. Ça, c'est pas juste les impôts, mais les autres déductions aussi. Donc, on a payé, la famille moyenne canadienne à peu près 49 000 en impôts en 2002. C'est c'est beaucoup, oui, mais ça va pour payer tous ces services qu'on a besoin. Alors, je vais juste regarder dans le chat pour faire sûr, il n'y a pas d'autres questions. Parfait. OK. Alors, quelles autres déductions ou des crédits possibles est-ce que vous avez de disponibles pour vous qui peuvent réduire vos impôts, hein? Bon, parce que vous êtes parti, de les militaires essentiellement, vous avez pas nécessairement exactement les mêmes règles ou les mêmes enjeux qu'un Canadien, régulier, disons. Fait que ce que je vais vous indiquer, il y en a qui s'appliquent très bien à vous, mais il y a d'autres choses que vous allez toujours vouloir vérifier avec votre comptable ou la financière CCIP pour voir exactement c'est quoi votre marge de manœuvre là, parce que vous avez peut-être déjà des crédits de disponibles à travers, CECIP, à travers, les forces armées pour couvrir certaines de ces dépenses-là, hein. Mais par exemple, il y a des dépenses d'emploi. Bon, dépenses d'emploi, d'habitude, c'est pour les gens qui sont employés, par eux-mêmes, tu sais, ils ont leur propre entreprise. Les frais de scolarité, des frais d'éducation, ça, c'est un autre crédit que vous pouvez avoir. Les intérêts sur les prêts étudiants, les frais médicaux, les frais de garde d'enfants, ça, si vous avez des enfants, à une garderie, ils doivent vous donner un reçu à fin d'année pour les impôts. Des frais de déménagement, je vais en parler un petit peu là-dedans dans un instant. Des coûts d'intérêt lorsque de l'argent emprunté a été utilisé pour investir, le régime d'ascension à la propriété, ça je vous en parlais dans un petit peu, les crédits d'impôt pour l'achat d'un logement, des crédits d'impôt pour les dons de charité. Fait que ça, au-dessus, généralement au-dessus de 20 l'organisme va vous donner un reçu que vous pouvez utiliser pour vos impôts et une allocation canadienne pour les travailleurs. Essentiellement, c'est des choses que vous voulez faire un peu de recherche pour voir si ça s'applique à vous, parce que ça s'accumule, hein. Si vous avez plusieurs crédits qui s'appliquent bien, ça peut quand même faire une différence, importante à vos impôts. Bon, les frais de déménagement. Bon, je sais que, à peu près un quart des militaires, ils déménagent annuellement. C'est quand même assez c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup de déménagements et ça peut être un coût assez élevé. Bon, vous avez déjà un programme, le BGRS, qui c'est un programme de réinstallation, et il y a certains financements, des crédits déjà alloués là-dedans pour vous, pour votre déménagement. Mais il y a vous allez vouloir travailler avec cet organisme-là et la financière CCIP pour voir qu'est-ce qui est couvert et qu'est-ce qui n'est pas couvert. Et il y a des chances que ce qui n'est pas couvert peut aller dans les frais de déménagement ici comme crédit d'impôt. Donc ici, tu sais, ça peut être une compagnie de déménagement, des frais de voyage, et cetera et tout ça. Donc, par l'exemple ici, pour, un Canadien typique pourrait économiser près de 2 000 ici. Fait que vous pouvez en bénéficier, mais la première chose, je dirais, de faire, c'est de vraiment regarder dans le programme de réinstallation pour voir à quel point vous pouvez créditer pour certaines choses et ensuite, vous allez vouloir regarder ce crédit-là. Le régime d'accession à la propriété pour l'achat d'une première maison ou le RAP. Le RAP, c'est beaucoup plus facile à dire. Bon, ça, c'est un outil que plusieurs gens ne savent pas qu'il existe. Fait que la plupart des acheteurs d'une première maison, là, c'est difficile d'avoir, tu sais, votre, ben, c'est essentiellement votre, tu sais, votre mise de fonds, votre dépôt. Ça peut être très difficile d'avoir cet argent-là. Cette stratégie-là veut dire que vous pouvez emprunter un certain montant de votre REER, fait que vous pouvez le retirer, sans pénalité essentiellement. Puis vous devez ensuite rembourser ce pourcentage-là ou cet argent-là à un certain pourcentage pour, 15 ans. Fait que c'est des paiements réguliers.
pouvez évidemment combiner le tout avec votre partenaire. Fait que vous pouvez avoir jusqu'à 70 000 pour une mise de fonds. C'est comme un prêt essentiellement. Fait que vous faites un prêt sur votre propre REER, mais vous devez absolument repayer et le remettre dans votre REER. Mais pour les gens qui ont de la difficulté à avoir une mise de fonds, mais qui ont peut-être un REER qui est déjà assez bien placé, ça peut être un outil extraordinaire pour pouvoir vous aider à acheter une maison. Alors, je vous encourage fortement, si vous n'êtes pas dans une position de pouvoir acheter une maison en ce moment et c'est votre première maison que vous voulez acheter, regardez ça. OK? Et l'autre chose, c'est des, comme je vous avais dit qu'on va en parler, des comptes enregistrés. Fait que les CELI et les REER, c'est des outils d'épargne, oui, mais ça peut être des outils très importants pour vous aider avec vos impôts et combien vous payez d'impôts. OK? Puis je veux vraiment comme clarifier exactement ce que ça veut dire. Les CELI, les REER, ou en anglais, ça s'appelle des TFSA, des RRSP. Le TFSA, ce que je trouve intéressant, c'est Tax-Free Savings Account. Bon, un de nos, mes coéquipiers, les gens avec qui je travaille, Kevin McCarthy, faisait partie du gouvernement dans ce temps-là. Il travaillait pour le ministre de Finances pendant qu'il était en train de créer le TFSA. Ça a l'air qu'un des noms qu'il allait choisir avant, c'était le LISA, le LISA. C'est un acronyme qui faisait du sens, mais aussi LISA, c'était le nom de comme une des amies ou quelque chose. En tout cas, c'était voulu d'être quelque chose de plus personnel, mais le gouvernement, comme dit, le LISA, c'était pas une belle représentation de ce que c'était. Et alors, Kevin et le ministère des Finances ont travaillé ensemble pour venir avec le nom TFSA. En français, le CELI. C'est beau en français, je trouve que c'est plus beau en français finalement. Mais bon, c'est quelque chose qui a été mis en place pour aider les Canadiens à pouvoir épargner de l'argent, pas juste à court terme, mais à long terme aussi. Mais ça l'aide aussi aux Canadiens de pouvoir avoir accès à cet argent-là d'une façon où tu n'auras peut-être pas voulu avoir accès à cet argent-là comme un REER. OK? En gros, par exemple, c'est quoi la différence entre un compte enregistré et un compte non enregistré? De façon très simpliste, les comptes enregistrés, c'est parce qu'ils sont enregistrés auprès de l'ARC. Hein? Puis les comptes non enregistrés, bien, ils ne sont pas enregistrés avec l'ARC. De ce côté-là, c'est très facile. L'idée, par exemple, des comptes enregistrés, c'est que ça vous offre des bénéfices, ça vous offre des façons d'épargner ou ce que vous êtes à l'abri de certains impôts. Hein? Oui, c'est sûr qu'il y a certaines limites de cotisation et des choses comme ça, mais les comptes enregistrés, ça a été mis en place pour ça. Les comptes non enregistrés, le problème, c'est que, oui, vous avez plus de liquidité, vous pouvez prendre l'argent, le sortir, l'en remettre comme vous voulez, mais il n'y a pas d'incitation fiscale. Il n'y a pas de façon de pouvoir vous mettre à l'abri des impôts. Puis quand je dis abri d'impôts, je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, essentiellement, les comptes enregistrés, aussitôt que vous sortez de l'argent ou que vous faites de l'argent, que ça s'accroît dans votre compte, bien, vous allez payer des impôts là-dessus. Tandis que les comptes enregistrés, vous ne payez pas d'impôts. Bien, vous payez d'impôts, mais c'est un abri d'impôts. Puis je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire, cet abri d'impôts. Avant de rentrer dans le gros des REER et des CELI, par exemple, je veux juste confirmer deux autres types de comptes enregistrés auxquels vous avez peut-être accès qui peuvent vous être très utiles. Alors, les REE, le régime enregistré d'épargne études, permet de mettre l'argent de côté pour soit vos enfants ou petits-enfants, nièces, neveux, etc., pour leur étude postsecondaire. Fait que l'avantage de base de ça, c'est que le gouvernement donne un supplément de 20 sur ce que vous investissez jusqu'à une limite de vers 7 200. Mais un rendement de 20 c'est assez phénoménal. C'est beaucoup. Je veux dire, juste en faisant vos propres investissements, c'est rare qu'on va avoir un 20 de rendement. Alors, c'est très utile pour faire accroître l'argent que vous voulez mettre de côté pour vos enfants, pour votre éducation. Hein? Fait que si il y a, ça, c'est pas obligé d'être juste vos enfants, mais autres membres de vos familles, de votre famille peuvent en bénéficier.
Le régime enregistré d'épargne invalidité, ça, c'est un incitatif pour les personnes. Donc, si vous avez un membre de votre famille qui est handicapé et qui va peut-être avoir besoin d'un soutien supplémentaire plus tard dans leur vie, bien, ça, c'est un outil superbe parce que, semblable au REE, le gouvernement donne un supplément au-delà de ce que vous investissez dedans. C'est très, très, très bon comme outil. Donc, je vous recommande fortement de faire d'autres études pour voir si ça s'applique à vous. OK? Mais bon, on va revenir au. Je vais juste regarder, est-ce qu'on a des questions? Non, ça va jusqu'à date. OK. Bon, revenons. Compte enregistré, compte non enregistré. Puis là, on va aller dans les détails des CELI et des REER. Fait qu'on va juste prendre par exemple, si vous avez 500 par mois à investir sur 30 ans, sur un rendement de 8. OK, OK, on s'entend 8, c'est haut. C'est juste par exemple, OK? On aurait pu mettre 4 ou 5, qui est peut-être un rendement un petit peu plus standard pour aujourd'hui, mais on va dire 8. L'idée, c'est que si vous êtes dans un compte enregistré, vous allez peut-être faire vers 755 000 vers la fin des 30 années, tandis qu'un compte non enregistré, mais parce que vous allez payer des impôts lorsque vous retirez cet argent-là, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Fait que vous baissez pas mal substantiellement le montant d'argent que vous pouvez épargner. OK? Fait que vous voulez vraiment maximiser ce que vous avez comme compte enregistré, comme vos CELI, comme vos REER, etc., avant d'investir dans des comptes non enregistrés. C'est juste ça vous protège un petit peu plus sur les impôts. Alors, OK. Les similitudes et les différences entre un CELI et un REER. Une chose qui est similaire, puis je veux que vous lisez, que vous répétez après moi, les REER et les CELI ne sont pas des placements. Les REER et les CELI ne sont pas des placements. Écoutez, si vous pensez que c'est des placements, vous n'êtes pas seul. Parce qu'on a déjà entendu beaucoup de nos clients venir nous voir et dire ben, écoute, j'ai mis 500 000 dans un REER et ça ne m'a presque rien donné comme avantage. Puis ensuite, nous, on demande, OK, mais dans quoi avez-vous investi avec votre REER? Puis ils me disent, ben j'ai mis de l'argent dans mon REER. Le problème avec ça, c'est que le compte tel quel, c'est un compte. C'est un compte enregistré, mais vous devez choisir où vous placez cet argent-là. Donc, vous devez le mettre dans des placements qui vont avoir un rendement. OK? Fait que c'est un outil essentiellement, ce compte-là. Hein? Fait que ce que vous mettez dans votre compte ne sont pas des placements, ils valent seulement ce que valent les placements qu'ils contiennent. OK? Fait que l'idée, c'est que tous les comptes enregistrés, ils vont fructifier en franchise d'impôt jusqu'à la retraite, de ce que vous enlevez. OK? Et vous avez la liberté de choisir vos placements. C'est à vous de choisir où vous voulez investir. Fait que vous avez quand même la liberté avec ça. Fait que sont très semblables l'un avec l'autre par rapport à cet élément-là, mais on a des gens qui nous demandent où j'investis en premier. Est-ce que je maximise mon CELI? Est-ce que je me concentre sur mon REER? Est-ce que je mets moitié ici, moitié là? Écoutez, ça dépend vraiment de votre situation et de vos objectifs d'épargne essentiellement. Mais une façon d'y penser, c'est qu'en quelque part, le REER et le CELI, c'est comme des images miroirs l'un de l'autre, OK? Les deux vous permettent d'économiser des impôts, mais ils le font de façon totalement opposée. Fait que le REER, vous avez un avantage fiscal dès le départ, comme immédiatement, essentiellement. Fait que, essentiellement, si on regarde un REER, l'idée, c'est que aussitôt que vous mettez 20 20 vous pouvez mettre 20 000 disons, dans votre REER, bien, ce 20 000 $-là, c'est calculé comme on l'enlève de votre revenu. Donc, c'est comme si votre tranche d'imposition va peut-être changer complètement, va peut-être baisser parce que votre revenu baisse. Fait que ça veut dire que cette année-là, vos taxes, vos impôts vont être plus basses parce que vous allez peut-être avoir une tranche d'imposition plus basse. Fait que ça, c'est immédiat. C'est à chaque année, ça. Fait que vous voyez euh, un, un avantage, un bénéfice, pardon, tout de suite quand ça arrive. C'est une bonne solution, surtout pour la retraite dans ce sens-ci, parce que, comme on voit dans le graphique,
Notre revenu, quand on est comme à la retraite, là, notre revenu est à la baisse parce qu'on ne travaille plus. Donc, quand on retire l'argent de notre REER, ben, on n'aura pas autant d'impôts à payer parce que notre revenu baisse, hein. Fait que c'est très utile. Par rapport au CELI, c'est que l'avantage est comme plus tard. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'essentiellement, le CELI, quand on y met de l'argent, c'est l'idée que, bon, on a déjà payé nos impôts sur notre salaire, et cetera, et cetera. On met l'argent dans le CELI, on investit. Tout ce qui accroît, qui augmente là-dedans, c'est à nous. On n'a pas à payer de taxes, de gains payés quand on retire l'argent. Donc, quand on enlève l'argent de notre CELI, on n'a pas à payer des impôts de surplus. C'est très utile, c'est excellent. Fait que les REER, les pour et les contre. Il y a une déduction fiscale immédiate, fait qu'on voit tout de suite la baisse. Oui, c'est sûr qu'on va payer des impôts dessus à la retraite, mais parce que, règle générale, on, on a moins d'argent, on a un plus petit revenu à la retraite, on va payer moins d'impôts à ce moment-là aussi. Les droits de cotisation inutilisés peuvent être reportés à l'année prochaine, donc ça augmente le montant que vous pouvez mettre si vous ne l'utilisez pas. C'est comme en quelque part une pension autofinancée par la retraite. Fait on dit que chaque personne à la retraite a approximativement 3 à 5 revenus qu'ils ont besoin pour pouvoir vraiment bien faire sa retraite. Donc, vous avez une pension, vous avez un REER, vous avez autre chose, vous allez peut-être être bien placé pour ça. Et la tranche d'imposition inférieure lors du retrait, comme j'ai dit, parce que à la retraite, idéalement, on fait moins d'argent. Donc, c'est vraiment à but long terme, ça. Seule exception là-dessus, c'est, comme je vous avais dit, le régime là, où est-ce que vous allez pouvoir prendre l'argent pour votre première maison. Ça, on va pouvoir sortir de l'argent de notre REER. Mais si vous sortez de l'argent de votre REER lorsque vous avez une tranche d'imposition assez haute, vous allez payer beaucoup de gains là-dessus. OK? Fait un exemple ici, si vous gagnez à peu près 100 000 et que vous mettez 10 000 à cotiser à un REER, vous allez épargner vers 3 000 d'impôts. Quand même pas pire. Juste pour que vous sachiez, ça, c'est une image de l'outil de calculatrice du REER qu'on a sur le portail d'Enriched Academy. Avec notre partenariat, essentiellement avec la financière CCIP, nous, on a des cours, donc des vidéos, et plein d'outils téléchargeables, Excel, PDF, Google Sheets, des calculateurs, des budgets, le budget de la financière CCIP, elle est là, comment éliminer la dette, des calculatrices pour ça. Il y a plein d'outils comme ça. Fait que ça, c'est un outil exceptionnel si vous voulez voir comment ça va affecter votre tranche d'imposition plus tard, hein. Euh, alors, je vous recommande fortement d'y aller. Si vous n'avez pas le portail, accès à ça, je vais vous donner des informations plus tard. Alors, le CELI, c'est quoi les pour et les contre? Bon, les retraits, c'est exemple d'impôt. Quand on sort de l'argent, on ne paye pas d'impôt. C'est bien. Ça peut être utilisé pour une variété d'objectifs à court et à long terme parce qu'on ne paye pas d'impôt quand on sort de l'argent. Donc, tu sais, on peut le sortir un peu quand on veut, essentiellement. Les droits de cotisation utilisés peuvent être reportés, fait que ça, c'est bien. Et c'est surtout un outil incroyable pour les placements de croissance, hein, parce que si vous savez que vous avez des placements, il y a de bonnes chances que ça va monter, puis ça va monter vite, ben, c'est peut-être un CELI qui est plus utile. Parce que si vous avez des gains assez exceptionnels, puis que vous voulez prendre cet argent-là pour l'utiliser en quelque part d'autre, mais vous ne voulez pas avoir à payer d'impôts sur ce gain important-là. Fait que c'est un peu important par rapport à ça. Par contre, d'autres déductions, les comptes, pardon, il n'y a pas de déduction fiscale. Fait au début, quand on investit l'argent, ça ne baisse pas votre taux. Fait que c'est pas tout de suite que ça vous aide, mais c'est plus tard que ça vous aide. Vous devez être âgé de 18 ans, 18, 19 ans, ça dépend vraiment de la province et du territoire. Et la limite de contribution, c'est juste 7 000. OK? Fait que c'est peut-être pas autant que, ben, ce n'est pas autant que le REER, hein? Donc, un exemple ici, si vous gagnez 100 000 et vous investissez 20 000 dans un CELI, bon, l'idée, c'est que vous ne payez pas
vous n'avez pas de gain en capital. Fait essentiellement, dans ce temps-là, vous pouvez vraiment maximiser le montant d'argent que vous allez voir. Tandis que si vous mettez cet argent-là dans un compte non enregistré ou d'autres choses, vous allez peut-être avoir des gains en capital à payer. Tu sais, vous avez à peu près 41 000 en impôts dus là-dessus, versus le CELI, vous n'auriez pas à payer ces impôts-là. Fait que pourquoi investir dans l'un ou dans l'autre? Écoute, comme j'ai dit, c'est très individuel. Vous allez vouloir jaser avec votre comptable, vous allez vouloir jaser avec la financière CECIP pour faire votre planification financière. Mais en gros, comme les grosses idées, c'est que les CELI, c'est super pour les objectifs multiples. Vous voulez avoir un petit compte épargne urgence. Excellent, parce que les urgences, vous voulez pouvoir accéder à cet argent-là vite. C'est super pour les petits comptes d'urgence. Vous voulez épargner pour un voyage, pour une voiture, quelque chose que, en dedans de 1 à 5 ans, vous voulez ça? Ça peut être super pour ça. Mais en combinaison avec un REER, ça peut être très bon pour les buts à long terme aussi. Puis, comme j'avais dit, les placements de croissance avec une forte hausse, les CELI, ça peut être utile parce que vous pouvez avoir un retrait de cet argent-là sans pénalité d'impôt. Les REER, c'est que si vous avez une tranche d'imposition vraiment élevée, mais vous voulez payer moins d'impôts, bien, contribuez à votre REER et ça réduit votre tranche d'imposition. Fait que c'est comme un win-win essentiellement. Vous êtes en train d'investir en vous-même pour votre retraite et vous payez moins d'impôts immédiatement. L'autre problème, par exemple, c'est que c'est axé sur la retraite et on ne peut pas y toucher. Fait que ça peut être, dans le fond, un bénéfice, ça. Parce que si vous êtes quelqu'un qui veut vraiment planifier à long terme et vous voulez savoir que, bon, c'est sûr, j'investis 100 200 chaque mois dans mon REER et je revise les placements et tout ça annuellement, ça peut être très utile comme outil que vous n'avez pas à gérer trop, qui se fait que vous le mettez et qui va accroître et qui va être prêt pour vous au temps de la retraite. Alors, tout ça pour dire, qu'est-ce que vous allez faire après la présentation aujourd'hui? Bon, on s'en vient près de la fin. Fait que voici ce que je veux que vous reteniez et que vous allez pouvoir mettre en action quand vous quittez. Alors, première chose, recherchez dans quelle tranche d'imposition vous vous situez et aussi voir quelle déduction fiscale auxquelles vous pourriez avoir droit. Parce qu'il y en a peut-être que vous ne connaissez pas ou qui sont utiles pour vous. Hein? Vous allez peut-être faire appel à un comptable pour vous aider à mettre ces crédits-là et ces déductions en action. OK? Vous allez vérifier auprès de l'ARC pour déterminer vos droits de cotisation REER et CELI. On peut vérifier en ligne, par téléphone, même sur votre déclaration de revenus de l'année passée, ça devrait vous le dire. Vous allez ouvrir un CELI et ou un REER, peut-être vous avez besoin des deux, peut-être vous en voulez juste un, auprès de votre institution financière. Il y a aussi des plateformes en ligne. Je sais que BMO a des partenariats avec l'ARC, pas avec l'ARC, les forces armées, les FAC. Donc, ça peut vous être utile. Et aussi, vous allez rechercher dans quoi vous voulez investir et commencer à faire des placements mensuels réguliers. Parce que ce qu'on sait, nous, c'est que quand on fait ça de façon régulièrement et stratégiquement, c'est de vraiment bien comprendre qu'à la longue, vous voulez avoir le temps pour que l'argent que vous y mettez travaille avec les hauts et les bas pour vraiment maximiser essentiellement l'investissement qui va accroître pour vous. Alors, en gros, c'est ça. L'autre chose que vous allez faire, si vous n'avez pas déjà fait, c'est vous allez vous inscrire au portail d'Enriched Academy. Comme j'ai dit, on a des vidéos, on a plein d'outils pour vous aider à gérer vos finances. Et avec ces outils-là, vous allez aussi vouloir contacter la financière CECIP pour prendre rendez-vous avec eux. Donc, vous allez peut-être arriver avec votre outil de calculateur de REER et dire, bon, voici ce que j'ai fait comme calculateur. Est-ce que ça fait du sens? Est-ce qu'on peut regarder toute ma planification financière pour voir où je veux m'enligner avec ça? CELI, REER, lequel qui fonctionne le mieux? Et eux vont vraiment pouvoir vous aider à mettre tout ça en fonction qui va vraiment aider vous, votre famille et vos buts spécifiques à court terme et à long terme.
Alors, c'est à peu près ça, en fait, du gros de la présentation. Ça va être une présentation un petit peu plus courte cette semaine. D'habitude, c'est vers 45 minutes. Aujourd'hui, c'est 35. Mais ça nous laisse le temps de poser des questions. Alors, je vois des mains levées. Malheureusement, les caméras, les micros ne fonctionnent pas pour les gens qui participent. Alors, si vous pouvez mettre des questions dans soit la boîte Q&A ou dans le chat directement, hein, ça va nous faire plaisir de pouvoir répondre. Farah, est-ce que tu as des choses à contribuer ou tu as des choses à ajouter? Oui, je veux juste ajouter que, les intérêts, les dividendes et les gains en capital gagnés dans un CELI ou dans un REER ne sont jamais imposables. Parce que chaque investisseur possède des objectifs et des circonstances financières uniques, je vous encourage de juste scanner le code et prendre un rendez-vous avec l'un de nos conseillers financiers. C'est tout. Mmh. Oui, parce que de pouvoir vraiment regarder en petits détails tout ça, je veux dire, ça peut être très intimidant, regarder, les institutions financières, des fois, ça rend les choses un petit peu compliquées dans leur rapport. Il y a beaucoup de petits détails. Fait qu'il faut avoir la patience pour passer à travers en détail, mais aussi ce qui aide, c'est quand on a quelqu'un qui s'y connaît beaucoup en les termes, la terminologie, tout ça, ça peut nous aider vraiment à passer à travers les choses qui peuvent nous embrouiller un peu et nous donner ce support-là. Je veux dire, on n'est pas obligé notre but, en tout cas, à Enrich Academy, c'est de rendre la littératie financière accessible à tous et d'aussi démystifier l'idée que on ne devrait pas parler de nos finances. Écoute, il y a des gens qui sont là pour vous aider avec ça et qui connaissent votre vie militaire en particulier. Donc, je vous encourage fortement de pouvoir jaser avec la financière CCIP là-dessus. Comme j'ai dit aussi, comptable, ça peut être utile. Tu sais, il y a plein de gens que vous pouvez. Tu sais, formez-vous une équipe, tu sais, un team. Tu sais, vous voulez vraiment une équipe pour vous aider avec tout ça. Alors, est-ce que je vois des gens qui tapent un peu, alors je vais attendre pour voir s'il y a d'autres questions. En attendant, je vais confirmer aussi que le prochain webinaire, je crois que c'est dans 2 semaines et c'est sur les hypothèques et l'achat d'une maison. Alors, si c'est un sujet qui vous intéresse, vous allez pouvoir aller sur le site de CECIP, vous enregistrer pour ce webinaire-là. Il est disponible en anglais et en français. Est-ce qu'il est encore temps pour les impôts d'investir dans un REER et un CELI avant la prochaine déclaration d'impôt? C'est une excellente question. Farah est en train de taper, mais moi, la réponse, c'est oui. Non? Je ne me trompe pas, hein, Farah? Je peux répondre ici, c'est plus vite. Donc oui, vous Oui, c'est avez beau. jusqu'à le 28 février pour le REER. Parfait, oui. Fait que vous avez du temps. Vous avez définitivement du temps. C'est en quelque part, c'est pour ça que nous, on fait toujours ces présentations-là, mois de janvier, début de février, parce que c'est un rappel pour ceux qui oublient, c'est le temps. Si vous voulez vraiment cotiser à votre REER, puis vous ne l'avez pas fait encore, c'est un bon moment. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je ne vois pas rien en ce moment. Je vais confirmer encore dans le chat. J'ai aussi mis les liens. Donc, il y a le lien. Si vous ne voulez pas utiliser le code QR, vous voulez juste cliquer sur un lien. Il y a le lien pour le formulaire pour vous enregistrer au portail et le lien aussi pour se connecter à un conseiller de la finance accessible. Et mon courriel est aussi là-dedans. Fait que si vous avez des questions, vous voulez d'autres informations, n'hésitez pas à me contacter. Euh, Vous parlez sur le mitage, je présume que ceci est aussi valable pour les fonctionnaires du DIN. Oui, c'est aussi valable. Ce que je ne sais pas qui est exact, c'est exactement quel crédit auquel vous avez accès par rapport à votre rôle dans les militaires. Alors ça, c'est vraiment quelque chose à voir avec la financière CECIP parce qu'eux comprennent vraiment tous les rôles et comment ça peut s'appliquer à différents crédits et différents euh, c'est quoi le terme que je cherche? Funding, c'est le mot que j'ai en anglais. Donc, l'argent qui peut vous aider. Des mises de fonds, pas des mises de fonds, mais l'argent qui peut vous aider, des prêts, des choses comme ça pour certains crédits. Non, il n'y a pas d'autres questions. OK.
OK. Farah, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter avant qu'on quitte? Non, donc je vous encourage juste de scanner le code et prendre un rendez-vous avec l'un de nos conseillers financiers. Parfait. C'est beau, je vous Me remercie. Alors, merci. si vous avez besoin d'autre chose, vous avez mon courriel. Sinon, on se revoit dans quelques semaines pour le prochain webinaire. Je vous remercie OK. beaucoup. Bonne journée. Merci, au revoir.